Et je vous propose que nous passions à la troisième séquence qui, cette fois, est en Nouvelle-Aquitaine. On quitte le Grand Est pour repartir vers le Grand Ouest. En Gironde, c'est le projet d'habitat participatif Le Jardin sur le Toit, à La Réole, une petite ville de 4300 habitants. Et donc, nous allons faire intervenir Olivier Belvido, chargé de mission de lutte contre l'habitat indigne, et Johanna Domine, l'adjointe au montage financier et budget à Gironde Habitat, qui donc interviennent en visio, c'est ça. Voilà. Je les laisse démarrer avec une présentation d'un quart d'heure, 20 minutes, et puis les questions. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous nous entendez? On vous entend. Très bien. Parfait. Bon, je vous remercie. Alors, nous sommes donc ici à La Réole, donc un bourg fortifié qui est situé à 62 km de la métropole de Bordeaux. C'est une commune qui est dotée d'un patrimoine architectural exceptionnel et qui a été labellisée ville d'art et d'histoire en 2014. C'est même la plus petite ville d'art et d'histoire de France. Une ville donc qui a un passé prestigieux et qui doit relever aujourd'hui le défi d'une nouvelle attractivité comme beaucoup de petites villes de France. Ce centre ancien de La Réole a connu toutes les difficultés. Là, on a un centre ancien qui s'est paupérisé, un habitat dégradé, vacant. Bien entendu, des fragilités aussi au niveau du tissu commercial, des espaces publics qui étaient peu adaptés aux mobilités douces. Donc, ces difficultés nuisaient vraiment à l'image de la ville et à son attractivité résidentielle, commerciale, également touristique. Et donc, La Réole est la première ville de Gironde à mener une politique proactive de reconquête au centre-ville, en prenant appui sur de multiples atouts. On est donc sur une ville millénaire qui a une très forte valeur patrimoniale, je le dis, qui est située à 45 minutes de Bordeaux et qui est desservie par le TER, à la SNCF, à la métropole également, en 33 minutes. Donc, parmi les axes majeurs ont été privilégiés la revitalisation du centre-bourg par la reconquête d'îlots dégradés et la requalification des espaces publics. Notre axe majeur, qui a un rapport aussi avec le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est de mobiliser le foncier communal pour concrétiser le projet de ville. Toujours sur ce contexte, pour traiter conjointement toutes ces problématiques qui sont imbriquées les unes aux autres, la ville de La Réole a décidé de lancer dès 2010 une réflexion globale sur l'avenir de la commune qui s'appelle le projet de ville La Réole 2020. Et dès 2013, une convention cadre a été signée entre l'État, l'ANA, la région, le département et la ville afin de s'accorder sur les enjeux et les objectifs du projet, de définir aussi un plan d'action et de préciser les modalités d'engagement de tous les partenaires. Et ça s'est traduit notamment par la mise en place d'un fonds partenarial destiné à soutenir le financement des projets et la prise en charge des déficits d'opération sur des secteurs stratégiques clés ayant fait l'objet en amont d'un vaste programme de préemption foncière. Donc ça, c'était pour situer le contexte général de cette politique de redynamisation du centre-bourg. Et c'est dans ce contexte que les élus de La Réole ont été sollicités en 2014 par un groupe de femmes âgées qui souhaitaient s'inscrire dans un projet d'habitat participatif
au cœur de la ville historique. Donc, un habitat à destination des retraités sur le modèle de la maison des Baba Yaga de Montreuil. Et donc, l'association réolaise s'est appelée les Baba Yaga. Donc, parmi les propriétés publiques dont elle dispose, la ville a fléché rapidement, avec les porteurs de projets, des parcelles en friche situées dans le cœur historique et ayant un fort impact sur l'environnement urbain. Alors, cette emprise du projet dans le bâti ancien, il est déterminant, parce qu'on a donc trois parcelles qui elles-mêmes traversent un rempart du XIe siècle, qui sont entourées de monuments classés, de bâtiments classés monuments historiques, une topographie complexe, comme on peut le voir, mais un projet situé au cœur de la ville et au cœur de ses services. Mais pour concrétiser donc ce beau projet avec cette association, il fallait quand même trouver le partenariat indispensable avec un bailleur social, d'où la présence à mes côtés donc de Gironde Habitat sur ce projet. Donc, je vais prendre la suite. Donc, effectivement, Gironde Habitat a été sollicité par la commune de La Réole en 2016, avec donc, comme cahier des charges de réaliser un projet d'habitat participatif en locatif social, donc sur les parcelles qui avaient été définies par la commune et donc qui étaient propriété de la collectivité. Au départ, en fait, on avait donc ce groupe de Baba Yaga. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce projet de vieillir ensemble et donc de réaliser une résidence uniquement pour personnes âgées. Mais ça a été un des premiers points en fait sur lequel on a beaucoup échangé avec la commune, mais aussi avec le groupe initial, avec peut-être avoir un peu plus d'ouverture et plus de perspectives et de développer un projet intergénérationnel. Ça nous semblait plus intéressant aussi et peut-être un meilleur pari pour l'avenir aussi de prévoir des logements aussi pour les familles dans cette résidence-là. C'était aussi un point qui était souhaité par la commune et le premier groupe donc, qui était constitué de 4 femmes était peut-être un peu réticent au départ, mais au fur et à mesure de l'avancement de la démarche a adhéré en fait à cette ouverture-là. Voilà. Donc, le programme de départ, on était donc sur 11 logements. Donc, on avait initialement prévu 6 T2, 3 T3 et 2 T4. Donc, on est effectivement donc, sur un projet d'habitat participatif, donc au-delà même du logement, qui était aussi important. Il y avait également une part belle qui était donnée aux espaces communs, qu'on n'avait pas défini au début de la démarche. Et qui restait à définir en fait avec le groupe d'habitants lors d'ateliers participatifs. Donc à partir de septembre 2016, on a démarré tout un cycle d'ateliers jusqu'à peu de temps avant la livraison donc, qui s'est fait cette année. Et on a donc réalisé une trentaine d'ateliers avec toujours plusieurs thématiques travaillées ensemble. Donc, soit on avançait sur le projet architectural où on a donc notre architecte qui a été très présent aussi sur ces ateliers-là, donc c'est le cabinet Dauphin Architecture. Et soit on travaillait sur tout le projet social, que ce soit sur la charte des valeurs, que ce soit sur le règlement, les règles de vie qu'ils allaient mettre en place après dans la résidence. Donc, tout ça à des stades un peu différents de l'avancement du projet. Ce qui est sur toute la phase participative, on s'est fait accompagner par un assistant à maîtrise d'usage, donc le cabinet Camino, qui jouait l'intermédiaire en fait entre le maître d'ouvrage, l'architecte et le groupe d'habitants, peut-être pour aider aussi des fois à vulgariser des données peut-être un peu plus techniques et pour aider ce groupe à développer une alchimie commune, pour mieux se connaître aussi, pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour que la résidence vive bien au moment de la livraison. Voilà. Donc, au final, sur la conception même du projet, donc on a donc les 11 logements qui ont été réalisés sur les 3 bâtiments. Et en termes d'espace commun, on a donc une toiture terrasse
donc les habitants vont pouvoir mettre des plantations, donc s'installer plutôt sur l'extérieur, ce qui était un point important aussi à mettre en place pour revivre le centre-bourg d'une autre manière, parce que bon, il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur rural et où les habitants ont plutôt tendance à chercher un pavillon classique avec un jardin. Et c'est vrai qu'il y a une nécessité, un besoin aussi d'avoir un accès à l'extérieur. Voilà. Ensuite, on a une salle commune donc, qui est partagée par l'ensemble des habitants. Et donc, on a une buanderie et une outitech, donc, où les habitants ont décidé de partager leurs outils. Voilà. Après, ce qu'il faut dire aussi sur ce fonctionnement-là, c'est que, donc, au final, à la remise des clés, on a 3 seniors et donc après, principalement, des personnes seules, peut-être plus jeunes. On a des familles aussi avec des enfants. Et on voit qu'il y a cette notion qui était recherchée dès le départ d'entraide, de solidarité qui se retrouve, avec du coup, voilà, ce groupe de mamies un peu, parce qu'il se trouve qu'on a surtout des femmes retraitées, donc qui sont un peu moteurs dans le groupe, mais avec des jeunes qui sont aussi très présents pour participer en fait à la vie du lieu. Donc, on avait prévu de diffuser aussi un petit film qui va donner un peu plus d'informations sur l'architecture et aussi sur l'autre innovation. Donc, on est sur une innovation sociale dans une certaine mesure, mais aussi sur l'innovation écologique, parce qu'on a donc une large part de matériaux biosourcés sur l'opération. Donc, peut-être que vous pouvez le diffuser, on finira la présentation après. Au cœur de l'Aréole, ces bâtiments abriteront bientôt un projet novateur d'habitat participatif. 11 logements sociaux intergénérationnels qui participent à la revitalisation du centre-bourg. C'était un projet en fait, global de la commune qui était mené avec une ambition de l'Aréole 2020. Et donc on a dû travailler en dentelle au milieu de bâtiments existants. On a un mur médiéval qui traverse la parcelle, une façade en fait, qui était à conserver sur la rue Gambetta. Et on a dû donc prendre en compte toutes ces données patrimoniales pour réaliser un projet innovant et expérimental. On est également sur un projet qui utilise une large part de matériaux biosourcés. Une démarche expérimentale et écologique, et ce, dès la construction du bâtiment avec l'utilisation de matériaux biosourcés. On est sur des bâtiments à murs ossature bois. Et ces murs ossature bois sont isolés en matériaux biosourcés. Dans ce cas-là, c'est de la fibre de bois, qui est doublée d'une isolation rapportée par l'extérieur en fibre de bois enduit à la chaux. C'est complété par un chauchant reprojeté sur les murs en pierre existants pour garder les propriétés perspirantes de ces murs-là. Et enfin, les planchers, eux aussi, sont en bois, qui est quand même un défi technique sur du logement, en particulier sur le sujet acoustique. Un projet d'habitat participatif impulsé par ses futurs locataires. Les logements et les espaces partagés ont été conçus en concertation tout au long du chantier. Ce qui, moi, m'a vraiment intéressée dans ce projet-là, c'était la cohabitation à plusieurs, mais quand même avec des espaces séparés, où il y a quand même une intimité, où chacun est dans son lieu de vie, mais avec un regroupement de temps en temps, et puis ce côté intergénérationnel. La résidence Le Jardin sur le Toit doit être livrée cet été. Super, merci. Merci. Peut-être pour compléter, peut-être donner des informations sur le montage financier de l'opération et le montage opérationnel. Donc, on est sur des logements locatifs sociaux qui ont été financés en PLUS et en PLAI, donc du financement plutôt classique. On est sur un prix de revient total de 2,7 millions. Et les coûts des travaux, on a été sur un petit peu moins de 2 millions en euros hors taxe, voilà, pour l'ensemble. Donc avec des données quand même fortes, que ce soit environnementales, parce qu'on est sur de l'équivalent RT 2012 moins 20%, donc l'équivalent de E2C2. Donc toutes les données patrimoniales qui ont dû être prises en compte aussi sur l'opération, avec une réhabilitation du mur d'enceinte médiéval, classé monument historique. Voilà, et donc sur une innovation aussi technique, parce qu'on est en ossature bois, construction bois, plancher bois, enfin voilà, l'ensemble, et donc les matériaux biosourcés. Voilà. Ce
Ce qu'il faut souligner aussi sur ce projet-là, donc il a pu être possible par un engagement fort des partenaires financiers. Donc on a été soutenu sur des règlements d'intervention de l'État pour les aides à la pierre, bien entendu, de la région au titre bâtiment du futur. On a également eu des aides importantes de la part du conseil départemental de la Gironde qui soutient notamment les projets d'habitat participatif. Et donc, il restait quand même un déficit d'opération qui était de pas loin de 400 000 € et qui a été pris en charge par le fonds partenarial dont M. Belvido parlait précédemment, donc pris en charge par la commune, l'État, la région et le département. Voilà. Et bien entendu, donc, une implication aussi financière de Gironde Habitat en termes de fonds propres. Et peut-être l'occasion de terminer sur l'impact qu'a eu ce projet sur le centre ancien. Il y a quand même une petite impasse qui était d'ailleurs une parcelle qui est devenue maintenant une rue. Donc, il y a quand même la création d'une rue dans une ville millénaire. C'est la première fois que ça arrive depuis donc, plusieurs siècles. Donc, le geste architectural a été très, très apprécié, très bien accueilli. Et il y a également un effet d'entraînement qui est en train de s'opérer depuis la naissance de ce projet, 2015-2016. Il y a eu des acquisitions par des particuliers d'immeubles aux alentours, par le biais de l'OPRU qui a lieu sur notre territoire, donc avec des financements complémentaires de la ville et de l'intercommunalité. En tout cas, il est à noter cet effet levier sur la réhabilitation du bâti, des bâtis voisins, sur des initiatives privées. Un autre effet levier, c'est que la ville et les partenaires financiers, mais surtout la ville, a décidé de réhabiliter toute la place qui se trouve, la place donc Michel Dupin, qui se trouve devant ce bâtiment, donc de profiter de ce geste architectural pour faire de nouvelles propositions d'aménagement de voiries et d'espaces publics au-delà de l'environnement proche de ce bâtiment. Donc, voilà, tout l'impact qu'a eu ce projet qui va bien au-delà de la qualité de l'habitat qu'il offre. Voilà. Nous allons terminer. Nous sommes attentifs à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. On a un peu d'écho aussi. Vous avez anticipé ma question classique sur l'impact à l'échelle du quartier, donc je ne vais pas y revenir. J'en ai une autre, du coup, sur la maîtrise d'ouvrage. En fait, on est là devant un projet d'habitat participatif, mais porté quand même par un bailleur social, ce qui n'est pas forcément commun. D'habitude, on a une maîtrise d'ouvrage justement associative liée à l'habitat participatif. Comment est-ce que vous partagez un peu ce rôle de maître d'ouvrage et comment se font les choix, notamment ces choix très engagés pour la performance environnementale, quand voilà, il y a cette situation de maîtrise d'ouvrage un peu hybride? Alors, les habitants ont été associés tout le long sur les choix qui ont été opérés. Après, il y a eu peu de, comment dire, sur toute la dimension architecturale, il y a eu peu de demandes, en fait, que ce soit aussi sur les logements. Il y avait peut-être un peu plus sur l'organisation des espaces communs. Mais au final, on s'est rendu compte que l'accent était beaucoup plus mis sur le vivre ensemble et que c'est ce qui importait le plus à ce groupe d'habitants et c'est ce qui venait, ce qui recherchait en fait dans cette opération-là. Voilà. Donc au final, je pense que c'était une maîtrise d'ouvrage pas classique parce qu'il y a eu tous ces ateliers qui ont été menés en parallèle et toute cette association qui a été faite sur ce groupe d'habitants et avec tout ce pari qui a été mis et porté par la commune et par Gironde Habitat sur le fait que cette résidence vivrait par la suite avec d'une façon différente en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais. Oui, je voudrais rappeler, parce que le modèle étant les Baba Yagas, il faut peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que les Baba Yagas. En fait, c'est un projet qui a été lancé à Montreuil, qui avait été dessiné et conçu en 1999 et qui a mis 14 ans à sortir. C'est le travail des frères Tabet, un vrai travail avec les habitants, là aussi, initié par des femmes, très, très, très intéressant. Et c'est vrai, on comprend que l'Aréole les choisit comme modèle. Après, la grande différence entre les deux,
c'est que, comme ça a été si bien et joliment dit, travailler en dentelle dans l'existant. Donc là, il y a quelque chose, en effet, on vient, on s'appuie, on développe, on met la dimension biosourcée et autres. Il y a quelque chose là j'allais dire, qui distingue cette opération intéressante. Donc la question est, que précisément là, vous allez en développer d'autres, hein. J'ai une question un peu récurrente, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait, ce qu'on peut dupliquer, non pas en termes de projet, mais en termes de démarche. Toujours ça qui m'intéresse. Donc, est-ce que ça, déjà, là, déjà, vous avez des gens qui vous envient, on pourrait presque le dire comme ça. Est-ce que la commune d'à côté a envie de faire pareil? Alors, je vais positionner par rapport à la ville de La Réole, parce que la ville de La Réole a eu surtout envie de faire pareil. C'est-à-dire que la qualité du projet a fait que le partenariat, en tout cas les propositions de partenariat se sont renouvelées sur d'autres îlots dégradés du centre-ville et sur des adaptations Enfin, encore une fois, il va y avoir du travail en dentelle sur d'autres îlots, donc sur une rue médiévale avec des dents creuses, une topographie très complexe de nouveau, différentes propositions d'îlots, du bâti protégé du point de vue du patrimoine. Donc, on va retrouver encore une complexité. Mais je pense, mais Johanna, je pense que vous direz mieux que moi, mais je pense que toutes ces contraintes, qui apparaissent comme des contraintes au départ et qui sont bien entendu coûteuses, font toute la qualité du projet final, parce qu'on a un projet qui s'adapte à son environnement. Donc l'envie, donc les communes voisines, sûrement, mais voilà, je pense que Gironde Habitat a choisi aussi la ville de La Réole comme terrain expérimental. Non, mais c'est très bien d'entendre ça, parce que là, on voit à quel point ça peut être un laboratoire, que précisément une ville marquée aussi par son patrimoine peut être un laboratoire extrêmement vivant. Je trouve que là, ça fait exemple, hein, et ça donne envie de continuer en d'autres contextes. Donc, bravo à vous déjà pour cette démarche et d'avoir mené à bien ce projet. Et on rappelle que la ville fait 4300 habitants. Hein. On est vraiment dans une petite ville, dans l'aire urbaine, enfin en tout cas l'aire d'influence d'une grande métropole. Donc voilà, ce n'est pas évident d'arriver à monter de ce type de projet dans des territoires comme celui-là. Encore bravo. Je crois qu'on a quelques questions sur le chat. Je vais demander à Florentin. Et s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Oui, il a bien été noté. Donc, l'une des spécificités qui fait votre projet, c'est sa dimension participative, et ça a suscité un certain nombre de questions, et notamment sur la sélection de ces habitants qui ont participé à ces ateliers. Comment s'est fait également le lien entre l'assistance à maîtrise d'usage et plus globalement la transformation du cœur de ville de La Réole? Et ensuite, est-ce que les habitants sont encore mobilisés après l'ouverture de ces logements? Et enfin, une question qui est aussi pertinente sur ce qui vous a poussé en tant que bailleur social à vous mobiliser sur ce projet alors que d'autres ne l'ont pas fait avant. Voilà. Pour quelles raisons vous êtes-vous mobilisé? Merci. On va commencer par la dernière question. C'est dans l'ADN de Gironde Habitat d'intervenir sur tout le département girondin. Peut-être que Monsieur le maire avait eu peut-être des difficultés à trouver bailleurs intéressés, mais Gironde Habitat, on a un parc de 18 000 logements, et sur notre production annuelle, on est sur presque 50% sur les territoires ruraux. Voilà. Donc, et c'est tout à fait dans notre vocation de venir travailler sur de la revitalisation de centre-bourg, où on a les services, les équipements, et où travailler sur des dents creuses avant prend tout son sens. Voilà. Ensuite, sur la participation, les habitants, déjà l'assistance à maîtrise d'usage a été mandatée en fait par Gironde Habitat, donc sa mission elle était vraiment propre à ce projet d'habitat participatif. Il se trouve que donc c'était notre première expérience d'habitat participatif. Donc Gironde Habitat a également été présent aux différents ateliers, quasiment à tous les ateliers aussi.
même si on laissait quand même notre assistant maîtrise d'usage piloter les échanges avec les habitants, mais du coup, ça nous permettait aussi de porter la position du maître d'ouvrage, de comprendre les attendus aussi des habitants. Voilà. Au fur et à mesure en fait, de l'avancement des ateliers et des personnes qui venaient, qui étaient intéressées par la démarche, ça nous permettait aussi de vérifier leur adéquation avec les conditions d'éligibilité au parc social. Voilà, donc je pense que le positionnement des gens s'est fait assez naturellement au fur et à mesure de la démarche. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est dans le secteur rural et en zone détendue aussi. Voilà, donc on n'avait pas non plus, on avait une personne par logement qui se présentait sur ce dossier-là. Voilà. Oui, et bonjour. une dernière chose que j'aimerais aussi souligner, c'est sur la salle commune. Parce que je vois une question aussi sur le suivi à l'ouverture de la résidence. Sur la salle commune, le montage qui a été fait, c'est que donc, tous les habitants sont constitués en association. Donc, qui regroupe tous les habitants de la résidence, mais également des soutiens à l'association et qui soutiennent le projet de loin ou parce qu'ils ont été à un moment donné dans la démarche et l'ont quitté pour X raisons. Et donc, c'est cette association-là qui est locataire de la salle commune pour un loyer très faible. Et l'objectif de ce groupe-là, et qui était aussi souhaité par la commune, c'est d'avoir une ouverture sur la ville. Donc, on a des animations qui vont bientôt voir le jour, parce que l'opération est durée depuis peu de temps, où on aura des ateliers, des événements qui seront ouverts et accessibles aussi aux habitants de la Réole. Donc, on est sur une dynamique assez ouverte et puis plus large, en fait, et qui répond plus largement à la simple résidence. Oui, et il y a de grandes chances que cette dynamique qui au sein de l'association devienne une dynamique de quartier même. C'est-à-dire qu'on compte là-dessus pour tout ce quartier qui va être donc réhabilité, cet effet levier encore une fois. Vu qu'il y a une dynamique au niveau des habitants, il y a de grandes chances pour que des responsabilités soient prises sur la gestion globale du quartier, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est aussi une autre façon de s'ouvrir sur son environnement. Bonjour, j'ai une question sur le fait de prendre en considération le vieillissement des fondateurs et des occupants et de la possibilité pour des enfants ou des accompagnants de pouvoir être de plus en plus présents auprès de ces locataires qui étaient des jeunes seniors et qui progressivement vont perdre en autonomie ou en tout cas avoir besoin de plus en plus d'accompagnement pour maintenir leur autonomie. Donc est-ce que le projet a prévu des espaces pour accueillir, pour dormir par exemple, des gens de la famille, des enfants ou autres ? Alors, il y a dans la salle commune, il y a possibilité de pouvoir héberger de la famille, mais c'est plutôt sur du temporaire, donc pas sur du long terme. Voilà. Après, ce qu'on pourrait imaginer, en fait, on a fait attention c'est ce qui nous a été possible aussi par rapport à la topographie du lieu, qu'il y ait un maximum de logements qui soient accessibles PMR. Et on a notamment 2 T3 qui sont accessibles. Donc, je ne sais pas ce que dira l'avenir non plus. Aujourd'hui, ces T3 sont occupés par des jeunes ménages plutôt. Mais je pense que si on devait avoir un accueillant qui vivait à domicile avec un senior peut-être plus dépendant, ça nécessiterait peut-être une modification de logement si c'était possible à ce moment-là. Après, ce qui sera possible, c'est de prévoir des adaptations de logement, ce qu'on fait habituellement ce qu'on peut faire chez nos seniors et ce qu'on fait sur notre parc ancien pour aider au maintien à domicile, de prévoir des adaptations dans le logement. Merci. Il y avait une question. Ah. C'est moins une question qu'une remarque comparative, c'est-à-dire que les 2 projets que j'admire, parce que c'est loin de ce que nous avons réalisé à Langres, là, vous avez quand même un projet architectural qui est assez innovant pour une ville médiévale, et je suis assez surpris que vous ayez pu réaliser ce genre de bâti, d'amélioration de bâtis anciens, ce qui n'est pas le cas à Langres. L'autre remarque, c'est par rapport à ce qui s'est produit en Alsace. C'est vrai que c'est très lumineux. Nous avons essayé, nous, à titre bénévole,
de s'imaginer comment on pouvait vivre en vieillissant dans les bâtiments très contraints que nous avions, parce que très étroits, en cœur de ville. Et on a essayé de les rendre lumineux. Alors, chapeau à l'Alsace d'avoir rendu des bâtiments particulièrement innovants. La différence que je note, c'est quand même que entre une intervention de bénévoles et associatifs qui se débrouillent un peu, on n'a pas la même démarche par rapport au pouvoir public, parce qu'on se sent plus laissé à innover, à se débrouiller, point c'est tout, puisqu'on ne bénéficie d'aucune aide, qu'elle soit des communes, des municipalités ou autres. C'est-à-dire que tout vient un peu de notre projet, et à la différence de ce que vous avez pu vivre, tant pour le financement que pour le reste. Voilà. C'était mes seules remarques comparatives. Mais en tout cas, chapeau à vous. Et pour la question du patrimoine, on est effectivement, on a l'architecte des bâtiments de France, enfin un secteur d'action sur toute la ville de La Réole. Et on avait pris soin en fait d'associer, que ce soit le service régional d'archéologie ou l'architecte des bâtiments de France, très en amont, en faisant une étude historique. Et je pense aussi en l'associant au fur et à mesure du projet, et c'est ce qui a permis aussi de proposer une architecture contemporaine, mais qui s'intègre aussi dans le bâti ancien au final. Merci beaucoup pour cette troisième présentation. On voit au fil des projets que la revitalisation des centres-bourgs pour tous, c'est vraiment un sport collectif, associatif, pouvoir public, notamment pour les espaces partagés et les espaces publics, des opérateurs, et on va en recevoir tout de suite, mais notamment les bailleurs sociaux qui ont été très présents dans ces 3 projets. Et donc, il faut arriver à aligner un petit peu les planètes. On espère que les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain le permettront, notamment par le développement d'une ingénierie de proximité. Et un des partenaires de ces programmes, c'est la Banque des Territoires. Et donc,